Salut, c'est Simon. Aujourd'hui, mes impressions de lecture de Les Passagers clandestins de Yannick Marcil. Quand j'entends des nouvelles économiques, des fois je réagis vivement pour ensuite me dire « Ouais, mais qu'est-ce que tu connais? T'es pas spécialiste, ferme ta gueule. » Heureusement, depuis quelques années, en lisant les articles de l'IRIS, l'Institut de recherche en information socio-économique, et en lisant les articles de Yannick Marcil, économiste indépendant spécialisé en innovation, justice sociale et économie des arts et de la culture. Tout d'un coup, on me parlait d'économie et je comprenais, même si j'étais pas un spécialiste. Je me suis dit que j'avais le droit d'être concerné par l'économique et puis qu'en fait, ça pouvait aussi être intéressant. C'est ce qui a fait que j'ai lu ce petit cours d'autodéfense en économie de Jim Stanford. C'est un brillant petit ouvrage d'explication de l'économie parce qu'il y a un côté didactique qui est très efficace. Stanford raconte chacune des instances de l'économie. Il nous montre une boucle de l'économie et à chaque section du livre, il élargit cette boucle-là pour englober d'autres concepts économiques. Donc, c'est assez épais, mais c'est très, très clair, ça se lit bien, et j'ai trouvé ça intéressant que les passages plus factuels soient contrebalancés par les passages où l'opinion de Stanford est marquée. À partir de là, je me suis permis d'écouter sur Arte la série de 6 documentaires absolument fascinants sur des économistes et sur des idées qui n'ont pas le haut du pavé en ce moment. J'ai lu une revue de Géoépoque sur l'histoire du capitalisme et, à ma grande surprise, j'ai aussi lu et apprécié et surtout compris la grande désillusion du Nobelisé Joseph Stiglitz, ancien conseiller économique du président Clinton et qui a travaillé longtemps à la Banque mondiale. Dans l'analyse que Stiglitz fait de la crise économique des années 90, il remarque que les pays qui n'ont pas suivi les orientations du Fonds monétaire international s'en sont mieux sortis que ceux qui les ont suivis. Pourtant, lors de la crise qui a touché la Grèce, c'est quand même les mêmes politiques qui ont été mises de l'avant. Je dois vous avouer que mon problème avec les ouvrages en économie, c'est que pendant que je les lis, j'ai l'impression de les comprendre. Mais généralement, après, quand je les ai terminés, un mois après, 2 mois après, et que j'aimerais en discuter, j'ai l'impression de patauger, de glisser et de m'enliser dans un sol vaseux. Donc, même ce dont je vais vous parler aujourd'hui, allez plutôt lire les ouvrages plutôt que de dire « Ouais, mais j'ai entendu le gars, là. » Selon Yannick Marcil, le discours économique nous appartient, et c'est pour qu'on se le réapproprie qu'il nous publie cet ouvrage. Alors, Le Passager clandestin. Le passager clandestin est l'une des plus célèbres métaphores de la pensée économique, d'où le titre de cet ouvrage. Elle désigne des individus qui profitent d'un avantage, souvent un bien commun, sans payer leur juste part. Il affirme, c'est bien entendu le propre de la métaphore de simplifier une notion ou une réalité par l'image. Y recourir devient toutefois problématique à partir du moment où elle remplace l'analyse et la réflexion nuancée et approfondie. Dans tous les cas, ces métaphores et trompe-l'œil excluent la plupart d'entre nous du débat et servent à conserver le statu quo, nous empêchant de considérer un monde différent de celui que nous connaissons. Ça me rejoint parce que j'aime la manière dont Marcel écrit, parce que je trouve que l'économique est important. Ça me rejoint évidemment parce que ça parle de stylistique et de métaphore. Je vais présenter rapidement chacun des chapitres en mettant à l'écran différents mots, différentes métaphores et trompe-l'œil qui sont explicités dans le chapitre en question. Le premier chapitre s'intitule « La main invisible » et reprend une métaphore célèbre de l'économie. Cette métaphore se retrouve à 3 reprises dans La richesse des nations d'Adam Smith, un des ouvrages fondateurs du libéralisme économique. Elle est souvent mal citée, elle est employée pour donner une vision naturelle de l'économie. On présente les lois de l'économie comme si c'était les lois de la physique. Et pas plus qu'on peut s'opposer aux lois de la gravité, pourquoi est-ce qu'on chercherait à s'opposer aux lois du marché? On a transformé le marché en une entité autonome, douée de la capacité de penser et de réagir par elle-même, plutôt que de le considérer comme une créature de l'histoire et des relations sociales. Le second chapitre s'attaque à la dictature quantitativiste et mathématicienne, le chiffre comme trompe-l'œil. Rapidement, à titre d'exemple, s'il y a 4 personnes autour d'une table, 3 d'entre eux ont un revenu de 10 000 $ par année et la 4e, c'est Bill Gates, disons seulement que la moyenne des revenus ne sera pas très représentative comme donnée. Pourtant, très souvent, on présente des chiffres comme si ça remplaçait une analyse de la vérité. On se cache derrière le chiffre. La statistique apporte une illusoire précision au discours politique et économique. Illusoire. Marcel affirme, le recours à des outils mathématiques avancés cache souvent une grande pauvreté d'analyse et de réflexion, ou à tout le moins la volonté inconsciente de verrouiller l'analyse scientifique à qui en maîtrise les codes.
comme si l'économie n'appartenait qu'aux économistes, alors que les orientations derrière les annonces des gouvernements nous concernent toutes et tous. Il raconte l'anecdote d'un anatomiste qui s'est rendu compte qu'un corps humain constitué d'organes de taille moyenne partout, ça pourrait pas tenir ensemble. Donc, l'humain moyen québécois, le Canadien, l'Européen moyen n'existe pas. Il n'existe que des humains individuels. Le troisième chapitre, Chacun pour soi et tous contre les autres, commence sur l'analyse de la phrase de Margaret Thatcher que la société n'existe pas. Marcil réfléchit à l'homo economicus, qui est à la base du libéralisme économique, c'est-à-dire l'humain qui est dénudé de tout rapport socio-culturel et qui ne cherche que le profit optimal ou le plus de rendement pour son argent lorsqu'il est consommateur. Cette conception-là de l'humain, strictement basée sur l'économie, fait fi des rapports de domination, des rapports de force, du bien commun. Quand, comme certaines entreprises, on se met à tout considérer sur le plan du capital humain, alors l'éducation n'est plus l'éducation, elle est un investissement dans les qualifications que nous pourrons vendre par la suite. Ça, comme ancien prof, ça me fait réagir. Continuons. Dans le quatrième chapitre, La juste part et le bon père de famille, on présente plusieurs enjeux politiques et économiques sur le plan moral. On parle d'une juste part à faire. Qui voudrait défendre « non, moi je veux une injuste part ». Qui pourrait être contre la modernisation de l'État? Puisque personne n'est contre la vertu, il est impossible de combattre ce discours moral sur le même champ lexical sans paraître opposé à ce qui est juste. On verrouille encore là l'espace de discussion. Dans le cinquième chapitre, On veut votre bien et on va l'avoir, il étudie la distinction entre le public et le privé. Très souvent dans le discours, c'est une coupure très franche qu'il y a entre ces deux sphères-là, deux opposés, noir et blanc, alors qu'en réalité, toute l'histoire de notre vie économique est caractérisée par cette zone grise entre le public et le privé. Si on pense par exemple aux compagnies qui embouteillent de l'eau publique, nettoyée par le public, on est encore dans la zone grise. Enfin, le sixième chapitre critique le discours techniciste sur la monnaie. Il analyse la loi de l'offre et la demande et l'idée que deux peuples qui font du commerce ensemble n'iront pas en guerre. Les métaphores, elles peuvent être géniales pour résumer une idée, pour être pédagogiquement fortes, mais il faut que ça soit clair qu'elles restent des métaphores. Si un journaliste dit « il y a un bras de fer entre Québec et Ottawa », tout le monde comprend que c'est une métaphore, que ce n'est pas deux parlements qui vont faire un tir au poignet. Cependant, si on dit « le marché a mal réagi », le marché n'est pas une personne, il ne peut pas réagir, il s'agit d'une métaphore ou d'une personnification. On oublie que c'en est une. On conçoit que le marché a mal réagi. Non. Tout au plus, certains humains ont mal réagi. Marcil veut que nous nous rapproprions le discours économique, même si nous ne sommes pas des experts. Ce que j'ai aimé de ça, le style simple, clair et limpide de Marcil qui explique les choses, puis on se sent intelligent parce qu'on comprend dans un domaine où souvent on ne comprend pas. Deuxièmement, me faire parler d'économie par quelqu'un qui cite Kundera, Aristote, Molière, le refus global, il y a de quoi plaire à un littéraire. Et j'ai aimé enfin qu'il ne s'attaque pas qu'au vocabulaire employé par un côté de l'économie, disons la mouvance néoclassique ou néolibérale, mais qu'il réfléchisse aussi au trompe-l'œil du côté plus à gauche, développement durable. Qui voudrait un développement non durable? Marcil, bien que de manière générale on sente son opinion idéologique, critique quand même l'emploi de ces termes-là. Je vais vous mettre plein de liens dans la barre d'infos. Je vais terminer en évoquant l'ouvrage auquel m'a fait penser Les passagers clandestins. Écrit et publié dans l'urgence de la grève de 2012, dans Sloarkheim, Pharmacopée des possibles, le groupe de recherche en objectivité sociale, étudie le slogan et la pensée sloganesque, la pensée qui s'exprime par une phrase concise et punchée qu'on retrouvera d'une part dans les points de presse et d'autre part dans les manifestations. La pensée sloganesque a l'avantage de rassembler toute une foule derrière une expression, mais en même temps évacue elle aussi la réflexion. Pendant qu'on dit « la loi spéciale, on s'en calisse », on ne réfléchit pas aux enjeux derrière cette loi. Le slogan, la pensée sloganesque, un peu comme la métaphore et les trompe-l'œil de l'économie, ont ce double effet. C'est quand même assez fascinant. Commentez, partagez, aimez et bonne lecture.